Allez, suite des aphasies, des agnosies, décidément. Une agnosie un peu particulière qui touche les malades qui présentent une atteinte pariétale du côté droit. Alors c'est un nom un peu complexe, mais qui est facile à décomposer. Hémiasomatognosie. A privatif, reconnaissance, donc la non-reconnaissance de la moitié hémi-somato, le corps. Les gens ne reconnaissent plus la moitié de leur corps comme leur appartenant. D'accord ? Les gens qui font une hémiplégie gauche brutale par une atteinte vasculaire du côté droit, pour le droitier, donc dans l'hémisphère mineur, eh bien non seulement vont être paralysés, mais en plus, ils se rendent plus compte que le côté gauche leur appartient. Alors vous imaginez combien ça complexifie la rééducation. On demande aux gens de bouger le côté gauche, ils ont du mal à le faire, et en plus, ils ne pensent pas que ça leur appartient. Autre notion que l'on va rattacher aux agnosies, c'est la négligence. La négligence, c'est le fait d'oublier une partie de l'espace autour de soi. Et en particulier, ce que l'on voit en pathologie, c'est la négligence spatiale gauche. Là encore, atteinte pariétale postérieure droite, vous voyez, tout à fait comme l'hémiasomatognosie. Ça va donner des choses tout à fait spectaculaires. Le malade n'appréhende que la partie droite de son hémichamp visuel, alors qu'il n'a pas d'hémianopsie. Il est capable de voir. On demande au malade d'écrire sur une feuille son nom, son adresse. Il va aller caler ça complètement dans la partie droite de la feuille. Plus spectaculaire, on lui demande de faire une marguerite. Il va la faire parfaitement, elle va être tout à fait content de lui, mais il fait que la partie droite de la marguerite. Pas de pétale à gauche. Et la maison, c'est comme si elle avait été arrêtée là. Autre chose spectaculaire, mettez les différents chiffres sur le cadran d'une horloge. Eh bien, le malade va tout faire comme si l'horloge était concentrée sur sa partie droite. Autre chose spectaculaire, vous voyez, je vous montre un certain nombre d'exemples. Ça, c'est une épreuve qu'on fait très souvent. On met une feuille avec un certain nombre de traits et on dit au malade avec un stylo, rayez tous les traits que vous voyez. Et vous voyez que les seuls traits rayés sont situés dans la partie droite. Si on dit au malade, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez terminé? Petit à petit, on peut arriver à l'attirer vers son espace gauche qu'il oublie. Mais ça va être avec grande difficulté parce qu'il considère que ça n'existe pas. Cette négligence du côté gauche, comme l'hémiasomatognosie, elle appartient à la sémiologie des hémiplégies du côté gauche, en cas d'atteinte vasculaire droite chez le droitier. Et donc c'est quelque chose que vous rencontrerez. Et ça, à chaque fois, on en a eu plusieurs exemples récemment dans le service. Pour les externes, c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire et de presque trop expérimental. C'est vrai que c'est tout à fait impressionnant. Un autre exemple qu'on voit tous les jours en pratique clinique, vous mettez un plateau repas devant le malade, il va vous manger la purée de la moitié de son assiette. Et il va laisser la purée de l'autre côté. C'est pareil si c'est du poisson. Oui. Bien, quelques exemples au-delà du dessin, quelques exemples d'appréhension des objets. Par quoi on va commencer? Astéréognosie. Ce malade, je vais lui donner des objets et les yeux fermés, il va être chargé de les reconnaître. Alors, là, je lui mets une petite clé. Il va la palper extrêmement longtemps. Ah oui, oui, c'est une petite clé. Elle est en métal? Oui. L'ensemble est en métal? Non, le bout est en matière plastique. Absolument. Bon, je mets un autre objet. Je lui mets une noix dans la main.
Vous l'entendez pas bien, mais il dit la forme, c'est dur, c'est rond. Je devine. Vous diriez que c'est une balle de ping-pong. Ping-pong. Balle de ping-pong. Oui. Vous êtes sûr? Ouais, si je me souviens bien, il va la reconnaître de l'autre côté. Je vous le bascule dans l'autre main. Oui. Le même objet. C'est pas très rapide non plus. Hein. Ah non, c'est une noix. Une noix. Voilà, mais il la reconnaît relativement rapidement, alors que de ce côté-là, parce que ce malade a une atteinte dans les régions pariétales du côté gauche, il n'est pas capable de reconnaître de ce côté-là. Il a une astérognosie de la main droite. Agnosie visuelle. 2 images concernant le même malade. Ce patient, on lui fait reconnaître des objets. Écoutez bien parce qu'il a un petit accent, ce monsieur. Voilà, c'est rond, c'est creux. C'est rond, c'est creux. Il n'y a pas de queue, bon, c'est peut-être un bouchon de bouteille. Tu vois, c'est sur le goulot. Le goulot d'un bouchon de bouteille. Ouais, c'est ça, ou un bouchon de bouteille en verre. C'est gros là, c'est de plus en plus petit. En bas, il y a comme une collerette. Il parle de la collerette. Hein. Donc il va loin dans le détail, hein, Ouais. mais appréhender l'ensemble pour reconnaître l'objet. Voilà. La psychologue bouge l'objet. Il y a un trou dedans, ça va pas jusqu'au bout. C'est peut-être c'est lisse, non? C'est lisse. C'est lisse, hein? Là, c'est creux aussi. C'est un courtier. Bravo. Voilà. C'est-à-dire quand les objets... Voilà, donc à force de bouger, Voilà. de multiplier les angles dans lesquels on lui donne des repères supplémentaires, il finit par le reconnaître. Mais vous voyez, cette familiarité de l'objet a été perdue. Plus spectaculaire peut-être encore, cette description d'une image. Regardez comme il va avoir besoin des détails pour arriver à reconnaître. On lui demande qu'est-ce que c'est. Hein. Cette voiture aussi. C'est comme ça. Un arrondi là. Ici, un peu comme un V. Un peu en arrondi. C'est pareil, un zigzag. C'est peut-être une feuille. Il y a deux points blancs là. Là. Deux ronds blancs avec un trou au milieu. Ou un point noir. Oui. Là, il y a une bande droite. C'est la fin de la photo. C'est le bord de la photo. Et il y a comme des traits là. Oui. Ici, là. Donc, vous voyez, comme preuve qu'il Ah, voit vous bien, voyez ces traits? il voit les Oui. moustaches du chat. Des yeux. Donc, ça c'est des yeux. Ah, des yeux. C'est une Donc bonne c'est idée. peut-être un chat. C'est peut-être un chat. Oui, c'est un chat. Et à force d'avoir tout détaillé, eh ben, il fait la synthèse. Mais la familiarité de reconnaissance est perdue. Hein. Voilà un bon exemple d'agnosie visuelle. Allez, on sort des fonctions symboliques. Plus rapidement, on va parler de la mémoire. Alors, je serai sûrement moins long au plan physiopathologique et au plan physiologique surtout que ce que vous avez déjà eu. Le professeur Dean Swan vous a fait un cours sur la mémoire. Moi, je vais vraiment vous parler de ce qui sert en pratique clinique et de la manière dont on conçoit, pour ensuite parler de pathologie, les différents types de mémoire. Il y a une mémoire dite sensorielle, extrêmement courte, on parle de mémoire ultra courte, c'est la perception immédiate, c'est le fait d'entendre une information et de la restituer immédiatement. Il y a la mémoire dite à court terme, où la restitution va se faire au bout de 1 à 2 minutes. Et puis il y a la mémoire dite à long terme,
pour lequel il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. On parle de la mémoire à long terme aussi bien pour les faits anciens que pour les faits récents. C'est-à-dire que dès lors que l'information a dû être conservée plus de quelques minutes, on est sorti de la mémoire à court terme pour entrer dans la mémoire à long terme. Et dans la mémoire à long terme, on a dû vous parler de la mémoire procédurale et de la mémoire épisodique. La mémoire procédurale, c'est toutes les habiletés que vous avez acquises et que vous ne perdrez jamais. L'exemple type, c'est apprendre à faire du vélo, apprendre à écrire. Apprendre ça, ce sont des choses acquises, qui nécessitent une fonction mnésique et que vous ne perdez pas. Et d'une manière générale, il faut vraiment que la mémoire soit touchée à un point extrême pour que la mémoire procédurale commence à être perturbée. Les grandes maladies d'Alzheimer, souvent, gardent des possibilités de mémoire procédurale. Un grand Alzheimer peut faire du vélo, en clair. Hein ? En revanche, la deuxième partie de la mémoire à long terme, c'est la mémoire épisodique. C'est la mémoire des événements, de la biographie. Et c'est cette mémoire-là qui est la mémoire clinique, celle que l'on teste. Et elle repose elle-même, ça c'est très classique, c'est sur 3 fondamentaux. Il faut 3 parties dans la mémoire. Il faut d'abord acquérir les informations, il faut ensuite les conserver et il faut ensuite les redonner, les utiliser. Et donc, on parle de mémorisation ou encore d'encodage, on parle de rétention ou encore de stockage, et on parle de restitution ou de rappel. Il n'y a quasiment pas de mots nouveaux pour vous, je pense. L'encodage, le stockage, le rappel, c'est des choses qu'on utilise qui sortent un peu du domaine médical. Alors, comment on examine quelqu'un chez qui on veut s'intéresser à la mémoire ? 3 niveaux d'examen. Le premier, il ne faut vraiment pas le négliger, c'est tout simplement la discussion avec le malade, c'est-à-dire l'interrogatoire. Et vous allez très facilement, surtout avec de l'habitude, à force d'interroger des gens, vous rendre compte s'il y a des erreurs, des oublis, des élisions, des problèmes, des zones d'ombre dans l'histoire de la maladie qu'il vous raconte. Vous rendre compte s'il sait où il est quand on est. Lui poser quelques exemples, quelques questions sur ses souvenirs personnels ou familiaux. Depuis les faits les plus anciens, quelle est votre date de naissance ? Au plus récent, qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? De quoi a-t-on parlé aux informations hier soir, si vous avez regardé la télévision, etc. Pour les personnels et familiaux, et les sociaux, c'est encore un autre type d'information qu'on demande. C'est ce que, d'une manière générale, on retient. Il est difficile de ne pas savoir le nom du président de la République. Il est peut-être tout aussi difficile de ne pas savoir avec tout le matraquage de surinformation que nous avons, les grands thèmes dont on vient de parler dans les médias. Et donc tout ça, c'est vraiment le premier niveau d'information. Vous voyez qu'on n'a besoin d'aucun outil. On interroge le malade et on se rend compte de comment fonctionne sa mémoire. Deuxième niveau. Quelques tests rapides. On utilise volontiers ce que l'on appelle l'empan, ou le span en anglais, l'empan numérique, pour tester de la restitution immédiate. La mémoire ultra courte, c'est la capacité à redonner une information immédiatement. Je suis face à mon malade et je lui dis « Monsieur, concentrez-vous bien, je vais vous donner une série de chiffres. Juste après moi, vous allez les répéter. 2, 9, 3, 5, 1. À vous. » Merci de faire les malades. Eh bien, vous avez un empan à 5, collectivement. Ce n'est pas encore terrible. Il
Il faut arriver au moins à 6. Au moins à 6. Hein. Le normal est au-delà de 6. C'est un test sensible. Chez quelqu'un qui a un début de maladie d'Alzheimer, l'empan va chuter rapidement. Deuxième type de test, très simple, la rétention à moyen terme. Monsieur, je vous donne 3 mots. Vous allez les répéter et puis ensuite les retenir et je vous les redemanderai dans quelques minutes. Concentrez-vous bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. On ne prend pas les gens en traître. Hein. On leur explique, on s'assure qu'ils les ont retenus, entendus, et ensuite on va leur demander la restitution. Et on leur donne des mots, chat, maison, café. Alors il y en a un certain nombre qui ont été comme ça testés ensemble. Et puis ensuite vous partez sur une autre consigne. Par exemple, vous faites compter les malades, vous leur faites faire du calcul mental, vous leur faites en tous les cas des épreuves qui évitent qu'ils soient dans le réencodage permanent. Ah, il m'a demandé chat, café, girafe, il faut que je le retienne. Et il ne faut pas que le malade soit dans ses dispositions d'esprit. Il faut qu'il ait donc une autre tâche, un dérivatif, et ensuite vous le redemandez. Et là, vous testez réellement la mémoire, hein, la capacité de rappel après le stockage. Autre moyen de le faire, l'objet caché. Hein, vous montrez un objet, vous le cachez, et 3 minutes après, vous le faites. Là, vous faites appel à d'autres mécanismes d'encodage plus visuels. Il y a l'apprentissage d'histoire, il y a certaines histoires classiques qu'on vous racontera dans les services hospitaliers. Et puis il y a un troisième niveau que vous n'utiliserez pas tous les jours en pratique clinique, qui est le niveau des tests neuropsychométriques, qui nécessitent des outils, de l'outillage, des tests formatés pour lesquels il y a des ABAC, et il y a des tests qui tiennent compte de beaucoup de paramètres, ça va de l'âge au niveau social, etc., et qui vont pouvoir juger des capacités mnésiques. Alors les grands troubles. 3 grands troubles. L'amnésie antérograde. L'amnésie antérograde, c'est atteinte des capacités d'apprentissage à partir du moment où le phénomène pathologique a débuté. C'est de loin l'amnésie la plus fréquente. C'est par exemple le malade qui est plus capable de retenir les 3 mots dans l'épreuve qu'on vient de décrire. C'est le malade qui va échouer dans les petites épreuves que vous faites vous, et c'est le malade qu'on vous amène parce que dans la vie quotidienne, eh bien, le conjoint vous dit il oublie tout, c'est plus possible, etc. Au maximum, ça peut atteindre ce que l'on appelle l'oubli à mesure, dont l'exemple type est le syndrome de Korsakoff, qui correspond à la destruction des corps mammillaires qu'on vous a décrit en anatomie puis en physiologie comme très important dans le circuit de la mémoire. Les corps mammillaires profonds et juste à la base du crâne, à la base du cerveau, qui sont bilatéraux. Et chez ces malades-là, il va y avoir un oubli à mesure massif et en général une non-reconnaissance du problème de la mémoire. Le malade est anosognosique. Vous vous rappelez, on en a parlé pour le Wernicke tout à l'heure. Et tout se passe comme si ces malades qui n'avaient plus la capacité d'avoir leur propre mémoire compensaient en mettant en place des phénomènes de fabulation et d'hallucination. Si vous allez voir quelqu'un qui a un oubli à mesure absolu, vous êtes le docteur, vous entrez. « Ah monsieur, on s'est vu quand hier ? On ne s'est pas vu hier ?» Ah, il vous dit « Ah aussi au petit café, là on a pris café ensemble. » Et hop, c'est parti. Alors là, il a une histoire extraordinaire à raconter avec vous. Et il est persuadé que c'est avec vous qu'il l'a vécu. Et il est en pleine fausse reconnaissance et construit de manière fabulatoire une histoire. Ce qui est spectaculaire, d'autant plus spectaculaire, c'est que globalement, c'est pas toujours aussi tranché, mais globalement, les autres capacités intellectuelles sont préservées. Il y a des exemples célèbres de grands korsakoviens qui étaient des mathématiciens et qui étaient capables de résoudre toujours des grands problèmes, intégrales, etc., qui avaient des capacités de jugement qui étaient préservées alors qu'ils oubliaient absolument tout depuis le moment où le processus pathologique s'était déclenché. Ça, c'est un extrême. Je voulais que vous ayez entendu parler du syndrome de Korsakoff, mais retenez
dans la pratique quotidienne que l'amnésie antérograde, c'est vraiment l'amnésie la plus fréquente. Deuxième amnésie, l'amnésie rétrograde. Le plus souvent, elle est associée à l'amnésie antérograde. Et donc, elle touche les souvenirs qui précèdent la mise en place du processus pathologique. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est le grand traumatisme crânien. Gros traumatisme crânien, le malade va perdre la mémoire pendant 2, 3, 4 heures, puis la retrouvera progressivement. Il a donc une mémoire, une atteinte antérograde, une amnésie antérograde de quelques heures. Si le traumatisme crânien a été très important, en général, le malade perd également les souvenirs de la dernière demi-heure, de la dernière heure, parfois du dernier jour, qui ont précédé le traumatisme crânien. Ça, c'est la partie rétrograde de son amnésie. C'est la traduction d'un traumatisme crânien particulièrement important. De la même façon, dans les démences, l'Alzheimer, classiquement, va garder pendant extrêmement longtemps des très bons souvenirs de sa vie ancienne, adolescent, jeune homme. Le malade est capable de raconter, même parfois ça épuise l'entourage. Et petit à petit, quand la démence vraiment évolue de manière extrême dans les dernières années, il va y avoir également ces souvenirs-là qui vont être touchés. Et ça va être l'amnésie rétrograde qui va s'installer. Donc ça part du principe que les souvenirs les plus anciens sont les mieux conservés. Et puis la troisième type d'amnésie, troisième type donc de pathologie de la mémoire, c'est un type dont on a déjà parlé, s'il vous plaît. On en a déjà parlé, c'est l'amnésie lacunaire, dont on a parlé pour le syndrome confusionnel, dont vous avez entendu parler au moment du cours sur les épilepsies avec la confusion post-critique dont le malade ne se souvient pas. C'est un trou dans la vie. Le malade n'est pas capable, sur une période limitée, de retrouver ses souvenirs. Le plus souvent, l'origine est neurologique. De temps en temps, l'origine est psychiatrique. Et en général, c'est sur une période de temps où il y a eu des événements vécus qui sont trop insupportables, trop non tolérables par la personne. Et à ce moment-là, elle bascule dans une amnésie de cette période-là. Alors, je vous avais dit que derrière la mémoire, il y avait d'autres fonctions diffuses du cortex et qu'on n'allait pas les détailler. Attention, concentration, abstraction, calcul mental, calcul écrit, en sachant que évidemment, s'il y a une apraxie constructive, vous vous rappelez l'apraxie qui touche au dessin, eh bien, le malade va avoir du mal à positionner les chiffres de manière correcte, ce qui va retentir sur sa capacité à calculer. Donc, pour que ce soit réellement un trouble du langage, du calcul écrit, il ne faut pas qu'il y ait une apraxie constructive associée. Et puis des problèmes du jugement, du raisonnement. On utilise en pratique clinique de temps en temps, chez des malades dont on a l'impression pour lesquels on trouve qu'il existe des troubles du jugement importants, des histoires absurdes qu'on leur fait critiquer aux gens. Je vous donne un exemple. Monsieur, vous allez me dire ce que vous pensez de cette histoire. On a trouvé hier dans la consigne d'une gare quelqu'un décédé, une femme coupée en morceaux dans une valise. Et la police semble conclure au suicide. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, vous avez un grand temps de réflexion. Ah, peut-être, il faut voir. Oui. Donc, vous voyez, allez. Alors, celle-là est généralement critiquée. Celle qui est plus difficile à critiquer, je vous donne l'histoire, on s'est rendu compte qu'à la SNCF, quand il y avait des accidents, malheureusement, du fait des contre-coups, le maximum de morts était dans le dernier wagon. Et la SNCF est en train de décider de retirer les derniers wagons de ses trains. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je peux vous assurer que vous faites le test. Enfin, non, faites attention. Il y a des gens qui mettent un moment. On avance. Rappelez-vous notre objectif de départ, décrire les grandes fonctions cognitives en les séparant en fonctions symboliques, fonctions plus diffuses. Nous arrivons à un syndrome dont je vous ai dit d'emblée qu'il était fondamental pour vous à connaître
et qui correspond à l'atteinte de plusieurs des fonctions cognitives. C'est le syndrome démentiel. Il faut que vous connaissiez parfaitement la définition du syndrome démentiel. Chaque mot compte. N'en tirez aucune conclusion. Mais c'est vraiment pour votre pratique clinique, c'est vraiment très important. C'est un affaiblissement intellectuel global acquis. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a un petit niveau intellectuel de base. Il a acquis. C'est quelqu'un qui, au cours de la vie, alors qu'il avait un certain niveau, a développé un fléchissement, un affaiblissement de son intellect. Et le syndrome associe 1. Obligatoire des troubles de la mémoire. Pas de troubles de la mémoire, pas de démence. 2. On entre dans le choix multiple. Au moins l'altération d'une des fonctions suivantes. Soit l'une des autres grandes fonctions diffuses que la mémoire, par abstraction, jugement, soit une fonction symbolique, aphasie, apraxie, agnosie, il en suffit d'une, soit une modification authentifiée, claire par l'entourage, une modification de la personnalité. Quelqu'un qui était doux, sociable et qui devient extrêmement agressif, ça c'est un vrai changement de personnalité et cela vient valider cet item-là. 3, ça c'est tout à fait important, surtout à un stade où se développent beaucoup de réseaux et autour des problèmes de mémoire et beaucoup de structures de prise en charge gériatrique. Définir la démence, c'est définir un état pathologique par rapport à la vie de la personne. Il faut qu'il y ait une interférence avec sa vie sociale. Si la vie sociale de la personne est préservée, même si des tests compliqués concluent au fait qu'il y a un petit peu d'apraxie ou qu'il y a un trouble de l'abstraction et que la mémoire n'est pas parfaite, eh bien, ça ne sera pas qualifié de démence. Enfin, le point 4, qui sont des points négatifs, c'est-à-dire absence d'eux, est tout à fait important aussi. Pas de trouble de la vigilance. Il ne faut pas que le malade soit en confusion lorsqu'on l'observe, en particulier, et pas de troubles mentaux. Et en particulier, il ne faut pas que le malade soit en dépression. Et en disant ça, je peux vous dire que c'est parfois quelque chose de bien difficile d'arriver à tester un malade à un moment donné, alors que l'on a bien l'impression qu'il y a une part de sa symptomatologie qui est dépressive, et d'arriver quand même à conclure qu'il a un syndrome démentiel. C'est des phénomènes malheureusement intriqués, donc difficiles. Alors, l'anosognosie est fréquente dans la démence. Rappelez-vous ça qui vous servira pour toute votre vie, parce que vous allez tous voir des déments, vous allez tous voir des personnes âgées dont le conjoint se demande s'il n'a pas des troubles de la mémoire qui annoncent une démence. Rappelez-vous toujours que si le malade consulte lui-même pour ses troubles de la mémoire, en général, ce n'est pas grave. En général. Si le malade, contre son gré, consulte à la demande de ses proches, d'emblée, vous avez une crainte que ça peut être une pathologie de type démentiel. C'est vraiment quelque chose qu'on vérifie tous les jours en consultation. Quand la personne se plaint elle-même énormément de sa mémoire, notamment les personnes âgées, « Oh là là, je ne vais pas faire comme ma mère, etc. » Je sais, dans ma famille, il y a eu des démences. En général, quand les gens viennent d'eux-mêmes, c'est que alors qu'autour d'eux, on ne leur a pas dit spécialement qu'ils avaient des problèmes de mémoire. On est dans quelque chose de rassurant. Donc, anosognosie fréquente. Les causes sont très nombreuses. Elles sont largement dominées par les causes neurodégénératives, et en particulier, vous le savez, la maladie vedette aujourd'hui, qui est la maladie d'Alzheimer. Ce sont des malades que vous allez suivre pendant des mois, des années, et donc il est très important de quantifier les troubles. Pour les quantifier, vous allez avoir recours principalement à un test
que l'on va voir sur la diapositive suivante, qui est un test dit MMS, Mini Mental State, test qui prend 5 à 7 minutes au cabinet quand on est habitué, et qui en 30 points vous donne une cotation d'un certain nombre de fonctions supérieures. Un malade qui a moins de 24 points a toutes les chances d'avoir un syndrome démentiel, même si ça ne suffit pas à porter le diagnostic. Il faut la définition précédente, et derrière, il y aura d'autres tests pour le confirmer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce MMS? C'est ça. Et vous allez voir que ça va vite. Une part orientation qui peut donner jusqu'à 10 points. En quelle année sommes-nous? En quelle saison? En quel mois? À quelle date? À quel jour? Quelle ville? Quel département? Quelle région? Quel est le nom de votre médecin? Où se trouve le cabinet? Où sommes-nous? Parfois, à l'hôpital, c'est remplacé par à quel étage sommes-nous? Apprentissage ensuite, et ça va vous rappeler des choses dont on a parlé tout à l'heure. Je donne 3 mots d'objets usuels sans lien entre eux. Par exemple, cigare, fleur, porte. Au rythme de 1 par seconde, demande au patient de les répéter. Je répète jusqu'à ce que les 3 mots soient appris, puis ça on peut compter le nombre d'essais, mais on ne code pas, ça ne rentre pas en jeu. En tout cas, on le prévient qu'on va lui redemander plus tard. Et puis on passe à une épreuve de calcul. Vous partez de 100 et vous retirez 7 à chaque fois. 100 moins 7, jusqu'à 65. Chaque fois, ça donne 1 point. Et puis à ce moment-là, le malade a effectué ça, vous lui demandez de rappeler les 3 mots. D'accord? Là, vous avez une petite épreuve si le malade n'y arrive pas, mais qui en fait n'entre pas dans le score. Demandez au malade de répéter les 3 mots qu'il a retenus. Puis vous allez lui montrer 2 objets usuels et lui demander de les nommer. En général, c'est un stylo, une montre, 1 point par objet. Puis vous lui demandez de répéter la phrase qui n'a pas d'explication, d'intention directe. Il n'y a pas de si, ni de mais, ni de est. Et le malade la répète ou non correctement. Puis vous lui donnez un ordre qui teste la compréhension. 3 consignes successives. Et en général, c'est prenez un papier dans la main droite, pliez-le en 2, jetez-le sur le plancher. Ensuite, on a préparé sur un papier, fermez les yeux, vous lui montrez, vous lui demandez de lire à voix basse et de l'effectuer. Le malade ferme les yeux, 1 point. Puis vous lui demandez d'écrire une phrase, la phrase qu'il veut, mais une phrase avec une syntaxe complète. Mais c'est à lui de choisir. Donc, je suis venu à l'hôpital, 1 point. Puis vous lui demandez de faire un dessin qui teste l'activité motrice avec les capacités constructives, en particulier. Un apraxique constructif n'arrive pas à faire ce dessin-là. Le malade le recopie ce schéma-là, et il faut, pour avoir les points, qu'il y ait l'ensemble des angles de ces 2 images qui soient respectés et l'entrecroisement. Voilà, vous faites ça rapidement. Vous avez votre total de MMS. Aujourd'hui, si vous passez dans un service hospitalier qui n'a pas un MMS pour tester les fonctions cognitives d'un malade, vous leur dites on n'est plus au 19e siècle et vous récupérez les MMS. On en trouve sur Internet, on en trouve absolument partout. Ce sont des choses très simples et qui se stockent dans les dossiers des malades. Et quand on les revoit en consultation, on le refait. Et on sait ainsi comment se fait la progression de l'atteinte cognitive chez les malades. Alors, syndrome démentiel, diagnostic différentiel. Ça va vous rappeler quelque chose, notre cours de la semaine dernière. On pourrait confondre, si on n'y regarde pas à 2 fois, le syndrome démentiel avec le syndrome confusionnel, mais dans la confusion, ça s'installe rapidement. Alors que le syndrome démentiel, je vous l'avais déjà dit au moment de la confusion, je vous le redis, c'est une installation insidieuse, progressive. Deuxièmement, la vigilance est altérée dans le syndrome confusionnel. Autre problématique qu'on avait déjà rencontrée pour la confusion, c'est une aphasie fluente. Le malade parle beaucoup, il déforme les mots, il ne comprend pas qu'il est malade, bref, un verniquet. Troisième, et alors ça, à ce moment-là, il faut tout simplement lui mettre des objets dans les mains et passer par des tests de fonction qui ne font pas intervenir le langage et se rendre compte, au bout du compte, qu'il n'y a que le langage qui est touché.
Troisième point, je l'abordais un tout petit peu tout à l'heure, le syndrome dépressif. Et il faut faire attention parce que dans certains syndromes dépressifs, vous allez le voir dès je ne sais pas si c'est dès cette semaine ou la semaine prochaine, dans la sémiologie psychiatrique, on va vous parler du syndrome dépressif et on vous dira que de temps en temps, l'expression de la tristesse caractéristique du dépressif peut manquer. Ça peut être essentiellement du repli sur soi, de la volonté de ne pas répondre, d'un isolement et qui peut parfois en imposer pour un syndrome démentiel. Alors, c'est l'occasion donc pour moi de vous mettre en attention qui montre que la beauté de la médecine, c'est que les choses sont compliquées et peuvent s'intriquer entre elles. C'est que c'est bien d'apprendre ce que vous apprenez en séparant bien les choses. C'est bien aussi dès maintenant, même si vous n'avez pas encore vraiment vu des malades, en tout cas suivi des malades comme externes, de comprendre que l'intrication est une des caractéristiques de la médecine. Un syndrome démentiel peut rarement débuter de manière rapide. Un syndrome démentiel peut apparaître sur une dépression chronique. Un syndrome confusionnel ou dépressif peuvent compliquer un syndrome démentiel. Par exemple, je vous donne un exemple, on a dit que les déments, pour l'essentiel, ne se rendent pas compte. En fait, souvent dans les premiers mois de la démence, le malade est perplexe par rapport à son trouble, il se demande ce qui passe. Et de temps en temps, cela provoque chez lui l'apparition d'une dépression. Et donc vous voyez un malade chez qui vous demandez s'il n'a pas une démence débutante, et en fait, il y a des phénomènes dépressifs associés. Ça peut être très difficile de faire la distinction. On vous dira en psychiatrie, je pense, dès la semaine prochaine, et sinon, vous apprendrez en pathologie que très souvent, on ne retient pas un diagnostic de démence sans avoir donné à un malade un médicament antidépresseur pendant quelques semaines au moins, quelques mois parfois, puisque tout ça s'installe lentement, la démence. On a le temps de juger de l'effet d'un médicament. Et de temps en temps, on a la bonne surprise de se rendre compte que ce que l'on considérait comme une démence débutante est en fait une dépression qui a réagi au traitement antidépresseur. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous avais dit que j'effleurerais cette dernière partie. J'aimerais quand même vous parler du premier syndrome topographique parce qu'il aborde des choses qu'on n'a pas du tout abordées et c'est du domaine de la pathologie assez fréquente. C'est le syndrome frontal. Alors, décidément. Voilà. Donc, quand on parle de syndrome frontal, on parle du dysfonctionnement de tout ce qu'il y a au niveau du cerveau en avant de la frontale ascendante. La frontale ascendante, elle appartient au lobe frontal, mais elle a comme unique fonction la fonction primaire motrice. Donc, pour parler de syndrome frontal, on parle d'atteinte de ce qu'il y a en avant de cette circonvolution qui a une fonction et une seule. Les aires donc prémotrices et préfrontales qui jouent un rôle tout à fait essentiel dans tout ce qui est du domaine de l'initiative et de l'autonomie. Vous avez tous vu Vol au-dessus d'un nid de coucou et ces malades qu'on lobotomisait pour leur retirer les informations qui venaient du lobe frontal et en fait on les rendait complètement amorphes, complètement plantes vertes, simplement en empêchant l'ensemble des afférences de l'autonomie et de l'initiative venant du lobe frontal. Alors, les symptômes et signes du syndrome frontal, le malade va avoir des troubles de l'attention et de la concentration, des troubles de la mémoire, c'est pas très original, hein, on en a pas mal parlé aujourd'hui, et des troubles du comportement qui peuvent être sur deux extrêmes. Parfois, c'est le plus spectaculaire, le malade va avoir ce qu'on appelle la moria frontale, c'est un vieux terme que l'on continue à utiliser. Il est extrêmement jovial, il est désinhibé, il n'obéit plus à des comportements sociaux. Et vous le savez très vite dans un service, quand vous avez un frontal qui commence à avoir ce genre de comportement, les infirmières viennent vous dire en disant qu'elles en ont assez qu'on mette la main aux fesses, qu'on fasse des calembours graveleux en permanence. C'est tout à fait ce genre de comportement que peut avoir un malade frontal. Plus rarement, mais c'est possible, notamment dans les atteintes frontales basses de la partie inférieure du lobe frontal,
vous allez avoir à l'inverse des replis sur soi, des présentations pseudo-dépressives. Le malade va se mettre à avoir des comportements tout à fait particuliers d'utilisation et d'imitation. Vous vous mettez face à lui, vous lui auscultez le cœur, puis vous posez le stéthoscope entre vous deux. Il va vous regarder, il va attraper le stéthoscope, le mettre, et va se mettre à ausculter votre cœur. Il a un comportement d'utilisation, et en même temps, il vous imite. Vous vous mettez à écrire, il se met à écrire. Vous vous mettez à prendre, avec des gestes, avec des objets familiers, vous faites des gestes qui n'ont pas de sens. Vous vous mettez à gommer la table, vous posez la gomme, le malade prend la gomme et se met à gommer la table. Comportement d'imitation. D'accord ? Globalement, ces fonctions symboliques sont préservées. Alors, il va avoir, et vous, dans l'examen, vous allez pouvoir mettre en évidence un certain nombre de troubles de l'exécution du mouvement. En particulier, il va avoir tendance à persévérer toujours dans le même geste. Alors, dans la pratique clinique, on peut faire souvent le geste classique de paume-point-tranche. Vous vous mettez face au malade et vous lui dites « Regardez, monsieur, ce que je fais ». Vous faites paume-point-tranche, puis vous lui dites de faire ça un moment avec vous, ou paume-tranche-point, ce que vous voulez. Faites attention à garder le même sens une fois que vous l'avez commencé. Et puis ensuite, vous arrêtez et vous regardez ce que fait le malade. Eh bien, le malade, même s'il a commencé à faire avec vous correctement, quand il n'a plus le repère que vous lui offrez, il va se mettre au bout d'un moment à dévier, puis au bout d'un moment, il ne fera plus qu'un seul geste, qui sera toujours le même, une persévération gestuelle qui va complètement perturber la réalisation de l'alternative. On le voit également dans des séries dessinées. On demande au malade de faire ça et il commence bien, et puis au bout d'un moment, il va faire plus que des carrés ou plus que des ronds. Il va perdre la programmation de certains gestes. Bon, c'est ce qu'on appelle le syndrome dysexécutif, je passe. Il a des difficultés à inverser les consignes. Ça rejoint un petit peu le paume-point-tranche. Mais vous lui dites, par exemple, il y a un test classique, quand je fais un grand bruit, vous tapez sur la table, vous levez un peu la main, et puis plus exactement au début, vous faites, je tape un petit bruit, vous levez un peu la main, je tape un grand bruit, vous levez beaucoup la main. Bon, le malade le fait une dizaine de fois, puis vous dites, maintenant on fait l'inverse. Quand je tape un grand bruit, vous levez un peu la main, et le malade n'est pas capable d'inverser la consigne, il va continuer à rester sur la première consigne. Voilà. Il y a également une autre façon de tester le frontal qui est assez spectaculaire, c'est de le faire collectionner. Collectionner, ça veut dire attraper tout ce qui passe et le garder. Vous lui donnez tout, vous commencez par lui donner votre stylo, puis votre montre, puis vos lunettes, puis etc. Vous dites, alors, méfiez-vous, le malade vient d'arriver, méfiez-vous, un malade qui arrive à l'hôpital face à une blouse blanche, on lui tend quelque chose. Évidemment, la première fois, vous pouvez admettre qu'il se demande, moi j'obéis au docteur, on me tend quelque chose. Il va donc falloir que vous mettiez des limites. Vous allez dire, vous me prenez des objets dont j'ai besoin là. Donc maintenant, vous ne me les prenez plus, puisque je ne vous ai pas demandé de le prendre. Et puis, vous dites 3 phrases, vous parlez d'autre chose, et vous recommencez, et le malade va vous reprendre tous les lunettes, les machins. Et tout, Et vous pouvez le faire 20 fois, vous n'arriverez jamais à inhiber ce collectionnisme pathologique. Enfin, il faut savoir que dans le syndrome frontal, il y a la réapparition de certains réflexes archaïques. Le plus célèbre, c'est le grasping. Vous connaissez tous chez les bébés le fait que lorsque vous mettez 1 ou 2 doigts dans la paume de la main, le bébé s'y agrippe et puis vous pouvez soulever des bébés parce qu'il s'agrippe. C'est un réflexe. C'est absolument pas volontaire. Ceci se perd en quelques mois après la naissance. Eh bien, un frontal retrouve ça. Vous avez un cours juste après ? Oui, où je vous montre les vidéos. C'est marrant, j'étais sûr que ça marcherait, ça. Alors. Ah oui, c'est peut-être celle qui ne marchera pas, celle-là. Non, mais attendez. Pas de panique. Faisons celle. Ah. Je vous remercie de votre enthousiasme.
comment je fais pour... Non, comment je fais... Mathieu, voilà. Allez, on lance celle-là. Et l'autre, je ne sais pas pourquoi. Qui vous gêne, vous? Qu'est-ce qui vous gêne, vous? Pardon? Vous toussez des fois? Oui. Quand vous mangez. Vous pouvez pas parler plus fort, là? Comment? D'accord. Oui. C'est tout ce qui vous gêne. D'accord. Et vous voyez la manière dont tout se passe comme si le malade était complètement accolé. Et l'équivalent au niveau de la bouche du grasping, c'est ce qu'on appelle le sucking. Hein, vous voyez, là, il vient attraper votre stylo ou le bâton qu'on lui met à proximité. Alors, regarde. Là, et hop, 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 on peut l'emmener absolument partout comme ça. Hein, voilà. Ça aurait été dommage que vous ne voyiez pas ça quand même. Alors je regrette que vous ne voyiez pas le suivant. Mathieu, peut-on faire quelque chose? Bon, c'est un malade à qui on parle et puis on lui... Oui, alors... Lâchez, monsieur, lâchez la main. Oui, ne prenez pas la main. Ne prenez pas la main. Ne prenez pas la main. Oui, lâchez la main. Ne la prenez pas. Vous voyez cette tendance absolument irrépressible pour le malade, hein, de venir attraper la main. D'accord, mais ça a bien remplacé. Voilà, on s'arrête là. Bon travail. Et je peux encore répondre à des questions sur la sémioneuro si certains ont des demandes. Entre un maniaque et un dépressif et un frontal. C'est la même, au niveau de l'expression, ça fait la même chose quasiment. Non, parce que la maniaque frontale n'est pas délirante. D'accord. Le maniaque